Alors donc Sandrine Drey, donc je viens de Marseille. Je voulais remercier vivement les collègues de la commission du congrès infirmier de m'avoir permis de venir vous parler du sevrage ventilatoire. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais revenir sur les deux événements importants qui ont permis d'établir des recommandations sur cette pratique. Donc, qui ont été donc des réunions d'experts, des conférences de consensus. La première a eu lieu en France en 2001 et la seconde est la conférence de consensus internationale qui a eu lieu en 2006 et pour laquelle les experts ont publié un papier en 2007. Donc c'est essentiellement autour de ces deux rencontres que je vais étayer mes propos. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de sevrage ventilatoire? On parle d'une procédure qui a pour objectif de libérer le patient du ventilateur et du tube endotrachéal sans qu'il y ait de reventilation ou du décès du patient dans les 48 heures après l'extubation. Donc cette procédure doit comporter 3 étapes. Le prérequis à l'épreuve de ventilation spontanée, recherche des critères de sevrabilité, l'épreuve de ventilation spontanée et enfin la période de 48 heures au terme de laquelle le sevrage va être considéré comme réussi ou pas. Alors, la pratique du sevrage, c'est une pratique qui est très hétérogène, notamment en termes de durée, de difficulté. Ainsi, dans le papier qui a fait suite à la conférence de consensus 2007, il a été proposé une classification des patients en fonction du processus de sevrage dans lequel ils allaient rentrer. Donc, à savoir un sevrage simple, pour lequel on va considérer que le sevrage est réussi dès la première épreuve de ventilation spontanée, ce qui représente les 2/3 de nos patients en réanimation, où ils vont être sevrés au premier essai. Les patients qui vont se retrouver dans une situation de sevrage difficile, pour lesquels il faudra jusqu'à 3 tentatives d'épreuve de ventilation spontanée, ou une durée entre la première épreuve et le sevrage inférieure à 7 jours. Environ 20 à 30 patients vont avoir besoin d'au moins 2 épreuves de sevrage. La deuxième situation, ça va être la situation de sevrage prolongé ou très très difficile, où là, on va avoir besoin de plus de 3 tentatives d'épreuve de ventilation spontanée ou d'une durée supérieure à 7 jours, ce qui représente environ 10% des patients. Alors, quels sont les objectifs que l'on va poursuivre du sevrage ventilatoire? Donc, on a vu le topo avant de Nicolas. Il y a plein de modes de ventilation. La ventilation est incontournable dans les services de réanimation, c'est une nécessité. Pour autant, elle a des complications et des complications qui peuvent être majeures et qui peuvent notamment retarder le sevrage ventilatoire puisqu'on ne va pas vivre avec une suppléance ventilatoire. Donc, réduire au maximum la durée de la ventilation mécanique invasive et on va voir que bien souvent elle est prolongée de manière inutile. Diminuer les risques de complications de type PAVM notamment. Améliorer le pronostic et réduire la durée d'hospitalisation et des coûts. Alors, la place du sevrage. Quelle place occupe le sevrage au cours du processus de soins du patient qui va être ventilé dans nos réanimations? Alors, c'est un schéma qui fait partie donc, du papier de la conférence de consensus internationale, dans lequel on voit que dès l'admission du patient, au moment où on va initier la ventilation mécanique pour pallier à la détresse respiratoire aiguë, à la phase aiguë, et jusqu'à sa sortie. Si on essaie de délimiter les périodes dans lesquelles on va être en soins de sevrage, de ventilation vis-à-vis du patient, on voit que le sevrage occupe une place très importante. Et comme on le voit dans cette étude d'Esteban publiée en 1994, qui a étudié 290 patients au sein de 47 services de réanimation en Espagne, on s'aperçoit que sur la durée totale de sevrage de la ventilation mécanique, quand on combinait toutes les populations de tout type de pathologie, on arrivait à 50% du temps total de la ventilation mécanique et que la durée variait selon la pathologie et notamment près de 60% pour les patients BPCO. Ceci a été mis en évidence dans plusieurs autres papiers. Donc, que sait-on d'un point de vue épidémiologique sur le sevrage? D'abord, c'est que c'est chronophage. Ça occupe une place très importante dans le parcours de soins du patient. On sait également que la situation la plus probante, 2/3 des patients sont concernés, c'est sevrage simple. En général, nos patients peuvent être sevrés dès la première tentative.
On sait également qu'il y a une sevrabilité qui est sous-estimée, qu'il y a des patients pour lesquels on n'a pas identifié leur possibilité d'être sevrés. Et notamment, ça s'explique par le fait que 50% des patients auto-extubés ne sont pas réintubés. Et enfin, il y a la question de la réintubation qui est un facteur de risque indépendant de surmortalité, avec une augmentation notamment de la mortalité chez les patients qui sont réintubés après une extubation prématurée. Donc, avec tout ça, on se dit qu'il faut trouver le bon moment. Il faut sevrer, il faut trouver le bon moment, pas trop tôt, pas trop tard. Alors, quelles sont les questions? Quand va-t-on débuter le sevrage? Comment conduire le sevrage de la ventilation mécanique? Sevrage simple, sevrage difficile, sevrage prolongé, quels critères, quelles modalités? C'était l'objectif de mon topo. Donc, quand débuter le sevrage? Le plus tôt possible. On va voir qu'il y a un intérêt à rechercher de manière précoce et quotidienne les critères de sevrabilité. Qu'il y a également un intérêt à dépister les patients à risque d'échec. Alors, dans ce papier d'Ely, publié en 1996, soit près de 10 ans avant la deuxième conférence de consensus, la consensus international, qui a été un papier qui avait pour objectif d'évaluer l'impact sur la durée de ventilation mécanique des patients qu'on pouvait identifier comme sevrables très tôt. C'était une étude randomisée contrôlée qui a concerné 300 patients qui étaient divisés en deux groupes. Donc un groupe de patients avait bénéficié d'un protocole de sevrage conventionnel, médecin dirigé, entre guillemets, et un autre groupe qui était dans un protocole pour lequel il y avait un protocole de sevrage avec une évaluation quotidienne de la possibilité de sevrage. Donc quand on regarde les résultats, et notamment en termes de durée de ventilation mécanique et de durée de période de sevrage, on s'aperçoit que dans le groupe intervention, c'est-à-dire les patients qui avaient reçu, qui étaient inclus dans un protocole de sevrage avec un dépistage quotidiennes et précoces des critères de sevrabilité, les durées aussi bien de sevrage ventilatoire que de ventilation mécanique étaient largement diminuées, près de 60% et 25% pour la ventilation mécanique. Donc, comment conduire un sevrage ventilatoire? Donc, un algorithme a été proposé. Donc, c'est à partir de cet algorithme-là que je vous propose de continuer. Et puisqu'on est dans une session commune, médecins, infirmiers et kinés, je vous propose parallèlement de montrer la place que peut avoir l'infirmière dans cette étape-là. Donc 3 étapes. L'étape de sevrabilité, l'épreuve de sevrage, l'extubation. Tout au long des étapes, l'infirmière a un rôle à jouer. On va en rediscuter. Et notamment au niveau du screening quotidien, au moment de l'épreuve de sevrage, au moment de l'extubation, que ce soit technique ou en termes de surveillance. Alors l'étape numéro 1, on va rechercher donc, il est important de rechercher des critères de sevrabilité, c'est-à-dire la capacité du patient à pouvoir ventiler spontanément à travers la prothèse trachéale. Donc il faut le débuter, on va généralement le débuter dès amélioration de la maladie causale, que la phase aiguë est passée, à l'arrêt de la sédation, ce qui nécessite forcément une bonne gestion sédation-ventilation. Quand le patient va présenter des critères de sevrabilité, on va les voir, et il est largement préconisé de réaliser des screenings quotidiens et précoces. Donc, quels sont les critères de sevrabilité? De type critères généraux, donc pas de sédation, pas de vasopresseur, le patient a une réponse motrice à l'ordre simple. En termes de critères ventilatoires, donc une FiO2 inférieure à 50%, une PEP inférieure à 5 cm d'eau. Alors on passe à l'étape 2. Le patient a les critères de sevrabilité. Il est mis donc en ventilation spontanée. Il est candidat à une épreuve de sevrage. Alors, sous quelle modalité? Alors non, Nicolas, je n'aborderai pas les modes automatisés. Donc, quelle modalité? Tubanté ou VSAI? Ce que l'on sait, c'est que tubanté ou VSAI, en termes de réussite, il n'y a pas de différence, à condition que l'aide inspiratoire ne soit comprise entre 6 et 8 cm d'eau. En termes de durée, quand on réalise une épreuve de sevrage sur tubanté, 30 minutes égale 120 minutes, notamment parce que les patients qui sont en échec de l'épreuve de sevrage sont reventilés au bout de 20 minutes maximum. Alors, tubanté,
on va utiliser un artificiel humidifié, apporter de l'oxygène. L'inconvénient, c'est que les volumes ne sont pas surveillés, la FiO2 non plus, mal maîtrisés, ou peut-être en tout cas avec des systèmes comme l'oxygène au débit, les OptiFlow. Il y a une résistance de la sonde, il va falloir en tenir compte parce qu'il y aura des efforts supplémentaires. En VSAI, il est recommandé d'avoir une aide inspiratoire donc à 7, entre 6 et 8, pas de PEP. Là, dans ce mode-là, les surveillances des volumes, il y aura une surveillance des volumes et de la FiO2, mais comme nous l'a bien expliqué Nicolas, il va y avoir une pression qui est constante et un risque de sous- ou de surassistance ventilatoire et se retrouver avec des asynchronies, des problèmes d'asynchronie qui peuvent être une cause d'échec du sevrage. Donc la durée entre 30 et 120 minutes est recommandée, 120 minutes notamment pour des typologies de patients comme les BPCO. Il est important que ça se passe en position demi-assise et on verra plus tard, c'est plutôt trouver une position confortable. Et donc ça va nécessiter, et notamment de la part de nous, des infirmières, une surveillance. Une surveillance, ça veut dire dépister des signes de mauvaise tolérance de cette épreuve-là. Parce qu'on n'a pas fini. Donc la désaturation, une SpO2 inférieure à 90%, une augmentation de la fréquence respiratoire, une variation de plus de 20% de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle systolique et des signes comme les sueurs, l'agitation ou des troubles de la vigilance. Ainsi, si le patient présente des signes de mauvaise tolérance, dans l'algorithme, il est recommandé de réaliser des gaz du sang, de reprendre la ventilation mécanique avec les paramètres précédant l'épreuve, d'expliquer aux patients pourquoi on reprend la ventilation et bien entendu de rechercher les causes. Parfois, ça peut être une cause mécanique comme une obstruction de sonde et donc on pourra reprogrammer une deuxième épreuve de ventilation. Alors, il y a également le cas où le patient n'a aucun signe de mauvaise tolérance, il supporte bien l'épreuve de ventilation. On va donc se retrouver dans l'étape où on va chercher des critères d'extubabilité, c'est-à-dire la capacité maintenant du patient à ventiler spontanément sans la prothèse trachéale. Alors, ce que l'on sait à cette étape-là et dont il va falloir tenir compte, c'est qu'il y a une surmortalité lors de l'échec de l'extubation. Donc, c'est important d'extuber le patient, de le sevrer rapidement, mais l'extuber trop précocement, c'est pas bien. Ça augmente le risque de mortalité. Dans ce schéma, on voit là que dans plusieurs études menées dans différents types de réanimation, polyvalente, médicale ou cardiaque, on a un taux de mortalité hospitalière qui augmente quand les patients ont été en échec d'extubation. Donc à cette étape-là, qui est à mon sens une étape symbolique, l'extubation en réanimation du patient, après qu'il y ait eu validation médicale, il semble important de réunir les meilleures conditions pour que le patient puisse être libéré de sa prothèse endotrachéale. Donc ça va être essentiellement l'information du patient sur le déroulement, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, le mettre en position demi-assise, c'est ce qui est recommandé, mais c'est au-delà de ça, c'est le mettre dans une position confortable, pas le faire n'importe comment, l'infirmière doit être disponible et idéalement, c'est d'avoir la participation du patient. Notamment dans cette étude donc de Perren, c'était intéressant parce qu'on a même demandé l'avis au patient sur le sentiment ou pas qu'il avait à pouvoir être extubé. Et donc, il y avait un succès d'extubation de 90% versus 10%. Donc, on est toujours dans cette étape numéro 3. On va être dans la période des 48 heures. Cette phase va-t-elle être passée sans reventilation ou pas? Si oui, on considérera donc, d'après l'algorithme, que le sevrage est réussi. Si le patient a besoin d'être reventilé, on sera donc dans une situation de sevrage difficile, de la même manière qu'au moment où il a présenté des signes de mauvaise tolérance. S'il y a une persistance d'une dépendance ventilatoire partielle ou totale, qu'on a fait plusieurs tentatives et qu'on a dépassé une période de 30 jours, et bien là, on va considérer que le patient est en échec de sevrage, et ce qui va ouvrir le débat sur d'autres possibilités comme la trachéotomie, la VNI et d'autres modalités. Alors, quelles sont les causes d'échec du sevrage? Deux types, liées au patient, qu'on va voir un peu plus tard. Il y a aussi des causes d'échec qui nous sont propres. À savoir, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui pourraient être sevrées et qui ne le sont pas parce qu'on n'a pas identifié, on n'a pas screené les critères qui disaient que ce patient pouvait être libéré de la ventilation et de sa prothèse endotrachéale. Souvent en lien avec le fait qu'il y a une surassistance ventilatoire, trop de sédation.
ou pas de screening, donc pas de recherche des critères de sevrabilité. Concernant le patient, les causes inhérentes au patient, elles sont de grands types. Les causes pulmonaires, que l'on peut résumer ainsi: défaillance des voies aériennes de type bronchospasme ou œdème laryngé, défaillance de la fonction échangeur gazeux du poumon ou de la fonction pompe, donc du muscle respirateur et du diaphragme. Et tout à l'heure, on a compris avec l'intervention de Nicolas combien c'était important. Concernant les autres causes, on va retrouver les causes d'origine cardiaque, les défaillances neurologiques, métaboliques et nutritionnelles. La dénutrition peut être une cause d'échec au sevrage et l'anémie. Alors, l'optimisation du sevrage. Comment optimiser le sevrage? L'intérêt du protocole, ben oui, il y a plusieurs papiers qui ont dit que dans les groupes protocole où les patients avaient pu bénéficier d'un sevrage selon des modalités décrites, eh bien, leur durée de sevrage était largement réduite. C'est intéressant si on reprend les 3 étapes, qu'il y a un screening quotidien et précoce des critères de sevrabilité, que l'épreuve de sevrage, le fait de dépister les patients à risque, les modalités soient bien définies, et que s'il y a vraiment extubation, si l'épreuve de sevrage est réussie, sans que celle-ci soit reportée, et après une validation médicale en France. Alors, quid des protocoles gérés par les infirmières? Ce que l'on sait, c'est que les protocoles diminuent la durée de la ventilation mécanique et la progression même du sevrage ventilatoire est plus rapide. Donc on le voit sur ces 3 grandes études qui ont toutes évalué des groupes de patients selon s'ils recevaient des sevrages ventilatoires sous forme de protocole ou sevrage ventilatoire sous format conventionnel, c'est-à-dire médecin dépendant. Eh bien, on voit que dans tous les groupes P, c'est-à-dire intervention, les durées de ventilation mécanique étaient inférieures. Ce que l'on sait également, c'est que dans ces groupes intervention, dits protocoles de sevrage dirigés par les nurses, par les IDE, eh bien, elles intervenaient, mais elles intervenaient de façon à, notamment, elles avaient un rôle très important dans le screening des critères de sevrabilité. Alors, implication des IDE, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une pratique qui est courante, c'est vrai, en Europe et aux USA. Dans beaucoup de papiers, ce sont les infirmières qui font un recueil de données, qui relèvent les critères de sevrabilité, qui sont là pour l'extubation du patient, qui sont auprès du patient pour l'épreuve du sevrage. Cependant, quand on fait un focus sur tous ces papiers, eh bien, il faut mettre bien en évidence que le ratio infirmier-patient est bien différent de chez nous. Bien souvent, même dans un papier australien, il y avait une infirmière pour un patient, que leur formation est différente, aussi bien la formation initiale que la formation d'adaptation à l'emploi et même la formation au moment où l'étude a lieu. Et notamment donc, dans cette étude de Mauricio Dankers qui a concerné 202 patients, les patients étaient mis en épreuve de sevrage sur tube hanté, entre 30 et 120 minutes en fonction de la typologie du patient. Les extubations se faisaient sous avis médical. Bien là, quand on regarde les résultats, notamment en termes de ventilation, et surtout ce qui est intéressant, c'est au moment où le sevrage est initié, eh bien, dans le groupe dirigé, où le protocole de sevrage était dirigé par les infirmières, eh bien, on avait des durées qui étaient largement inférieures. Cependant, dans l'étude, le ratio infirmier-patient, c'était une infirmière pour 2 patients. Elles avaient toutes minimum 15 années d'expérience. Ce sont des infirmières certifiées, donc il y a une formation complètement différente de nous en France. Et en plus, au moment de l'étude et avant l'étude, ce sont des infirmières qui ont été formées au protocole de sevrage et pour lesquelles on les a même mis en condition de se familiariser avec le protocole 1 mois avant le début de l'étude. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Donc on l'a vu, la place du sevrage est importante dans le parcours de soins du patient dans une unité de réanimation, que réussir cette étape, c'est une étape clé, c'est une étape symbolique pour le patient et pour nous. Ça veut dire qu'il a passé un cap, et le cap aigu de la cause d'entrée en réanimation, qui a certainement un intérêt, notamment dans les situations de sevrage simple, à standardiser un protocole de sevrage, ne serait-ce que pour formaliser des critères et des modalités du sevrage et uniformiser des pratiques, et trouver le meilleur compromis entre 2 risques, c'est-à-dire une durée de ventilation trop longue et exposer le patient à une réintubation. Quant à la place des IDE, je pense que c'est à déterminer selon le service dans lequel on travaille.
en fonction du type de patient que l'on reçoit, notamment. Et je pense que plus qu'un protocole infirmier, c'est un projet d'équipe, le sevrage ventilatoire, et une stratégie globale. Et je pense que ça tombe bien dans cette session commune avec les kinés, où je pense que le sevrage ventilatoire occupe une grande place dans le parcours de soins, on l'a vu. Il n'y a pas que des infirmiers, il n'y a pas que des médecins qui gravitent autour du patient. Il y a également des kinés, des aides-soignants, et je crois qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et l'idée, c'est quand même que chaque compétence soit utilisée. Alors non pas, par exemple, dire qu'on fait un protocole géré par les infirmières et au final, en fait, comme on a vu dans certaines études, les infirmières sont là pour remplir des cases. Oui, il a une FiO2 inférieure à 50%. Oui, il répond à l'ordre simple. Je ne vois pas trop l'intérêt de ça. C'est pas vraiment que ça que l'on est. Je crois que c'est un travail d'équipe et que réussir en équipe, ça semble le reflet de ce que l'on vit tous les jours au sein de nos services. Voilà, je vous remercie de votre attention.